le monde, bienvenue sur ce deuxième épisode des Lucas Filles, donc un podcast consacré à Star Wars, fait par des filles pour tout le monde. Moi c'est Aurélie. Et moi, c'est Claire. On va commencer par vous remercier chaleureusement d'avoir été au rendez-vous. On est super contente d'avoir eu plein d'encouragements. Merci, merci. Abonnez-vous, continuez de nous suivre et vous voyez, on est déjà au boulot, prête à vous livrer un nouvel épisode qui va s'intituler Comprendre l'apostologie pour le niveau débutant. Voilà, c'est la rentrée des classes, donc on va fêter ça à notre façon en proposant des listes de lecture, des listes de films ou de séries télé que vous pouvez regarder pour mieux comprendre l'apostologie de Star Wars. Mais avant, on aimerait faire un petit point parce que dans les commentaires qu'on a eus, on a vu beaucoup de questions et en regardant sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'angoisse. Donc, on aimerait vous proposer un petit intermède avant qui s'appelle SOS Relo Amitié. Alors effectivement, le week-end dernier, il y a des fuites entre guillemets qui se sont produites sur Reddit de la part d'un utilisateur qui s'appelle Jedi Praxis, qui apparemment n'en est pas à son coup d'essai. Des fuites qui ont beaucoup affolé les fans Relo. Mais pas que. Mais pas que, effectivement, parce qu'en fait, soi-disant, la personne avait l'intrigue complète de l'épisode 9, donc voilà. Et il y avait beaucoup de choses qui sentaient pas très bon pour tous ceux qui aiment Kylo et Rey et tous ceux qui s'attendent à ce que Ben Solo fasse sa rédemption. Donc voilà, ça a un petit peu affolé la planète Relo ce Alors, week-end. ne vous affolez pas, hein, faut se calmer. Ils ont fait ça avant le dernier Jedi. Ils vont continuer à le faire. Il reste 4-5 mois encore avant d'avoir la dernière ligne droite. Et il n'y a vraiment aucun affolement à avoir. Tout va bien. Tous ces spoilers, ces leaks, ces fuites qui vont sortir, oubliez-les. Franchement, concentrez-vous sur le matériel qu'on a déjà. Et c'est pour ça qu'on vous fait aussi des épisodes avec des piqûres de rappel comme celui qu'on va vous proposer maintenant, pour vous rappeler que tout est déjà écrit et tout est déjà en faveur non seulement de la rédemption, mais de l'histoire Reylo. Donc encore une fois, l'histoire entre Kylo et Rey, l'histoire d'amour. Ouais, donc pas de panique, comme le dit Claire. L'histoire d'amour entre Rey et Kylo, c'est pas un truc qu'on imagine. C'est pas une romance potentielle qui ne sera pas réalisée et qu'on met sur le coin de la table. C'est l'intrigue principale de la nouvelle trilogie, puisque la nouvelle trilogie, c'est La Belle et la Bête dans l'espace. Voilà. Et orgueil et préjugés dans l'espace, n'oublie surtout pas. Et orgueil et préjugés dans l'espace, et Jenner dans l'espace, et vous allez voir que tout ça, c'est la même chose, donc pas d'affolement. Alors pour ceux qui découvriraient seulement maintenant la littérature, les grands succès, le best-of de la littérature féminine, mais ça devrait pas être que de la littérature féminine parce que en fait ce sont des chefs-d'œuvre de la littérature classique qui peuvent être lus par tous et qui devraient être lus par tous. Vous inquiétez pas, on va vous expliquer en quoi ça consiste. On commence comme tu l'as dit avec La Belle et la Bête que tout le monde connaît et peut-être on devrait reparler du fait qu'on est vraiment dans un point de vue féminin. C'est peut-être pour ça que autant de personnes passent à côté, autant d'hommes mais pas que. C'est que en fait ils ont pas eu les codes, ils ont pas eu le b.a.-ba et du coup ils comprennent absolument pas ce qui se passe dans la trilogie. Effectivement, comme c'est la nouvelle trilogie, elle a été écrite vraiment pour un regard féminin et emploie des codes qui sont associés généralement à la création féminine, aux destinées à un public féminin, on a perdu une partie des fans garçons, essentiellement pas que, mais essentiellement garçons, dans la foulée en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de quiproquos et d'incompréhension sur ce que Disney et Lucasfilm sont en train de faire dans la nouvelle trilogie. Et pourtant, ils auraient dû s'y attendre parce que déjà, il y avait un message fort dès le début de la nouvelle trilogie puisqu'on adoptait le point de vue d'une héroïne pour la première fois, même s'il y avait des femmes dans Star Wars. On voyait bien que Rey allait avoir un personnage central et on se plaçait donc vraiment à travers l'histoire d'une jeune femme, son développement et sa quête, son aventure. Donc on savait que normalement, ça n'allait pas être qu'une histoire de mec. Oui, effectivement, à partir du moment où on se centre sur le parcours d'une héroïne, ce sont ses perceptions, c'est sa sensibilité, la façon dont elle se relie aux autres et au monde, qui vont déterminer les choix narratifs, qui vont déterminer même les choix de casting, j'ai envie de te dire. Parce que Adam Driver, il a été casté pour plaire aux dames, essentiellement, aux dames hétérosexuelles. Oui, pas que, Donc, mais pas que, la preuve, j'adore Adam Driver aussi, donc peut-être pas tout à fait toujours pour les mêmes raisons, mais effectivement, ouais, c'est absolument pas anodin si
même le casting, voilà, c'est ce que je cherche à dire, même le casting de la nouvelle trilogie a été fait en gardant à l'esprit qu'on était dans une perspective féminine et qu'on est sur une trajectoire Déjà un truc d'héroïne. tout bête, hein, quand on découvre le méchant, à travers dans la trilogie originale, c'est à travers le point de vue de Luke. Quand finalement on finit par enlever le masque, Vador il est vu à travers les yeux de Luke, donc c'est un vieil homme faible et mourant. Il est sur le point de trépasser. C'est la première fois qu'on voit son visage, tandis que quand on voit pour la première fois le visage du méchant de service dans la nouvelle trilogie, que se passe-t-il? Eh bien, il se démasque pour Rey. C'est-à-dire que le spectateur découvre le visage de Kylo Ren au même moment où Rey découvre son visage. Et on est déjà à plus d'1h20 du début du film de l'épisode 7. Donc ça intervient entre guillemets. Voilà. À Ouais. 1h17, c'est le moment où ils se rencontrent dans la forêt. Chronométrer ça. Non, je crois que c'est 1h17, c'est la rencontre, t'as raison, donc c'est à 1h20, même un peu plus. Ouais, c'est ça. À peu près entre 20 et 25 que Kylo se démasque pour la première fois, ouais. Effectivement. Donc on veut bien nous faire comprendre que ces personnages, ces situations, on doit les percevoir à travers le regard de Rey, ce qui colle complètement avec la source principale dont on va parler aujourd'hui, qui est La Belle et la Bête, et évidemment Orgueil et Préjugés, Jane Eyre, où à chaque fois on adopte le point de vue de l'héroïne, et c'est à travers son regard que l'on va percevoir, découvrir Et cela dit, on a tous le héros réagi comme masculin. Ray, hein, quand Kylo s'est démasqué, c'est-à-dire on s'est dit oh là c'est pas un ton, et c'était un beau jeune homme, coiffure studio line, avec des lèvres pleines et sensuelles. Ah, les cheveux, il a des cheveux, mais c'est impossible qu'il ait les cheveux comme ça en ayant un casque si petit sur la tête H24. C'est juste pas possible, quoi. Ses cheveux, ça devrait être mais le bordel total. Ah Il ouais, peut pas être ressembler à une pub pour L'Oréal en ayant ce casque-là. Donc bon, clairement, ils l'ont glamourisé à mort pour que ce soit crédible, que l'héroïne soit attirée par lui et surtout que ce soit crédible que la spectatrice soit Ah, on a attirée tous par été lui. très Parce que c'est ça qu'on cherche à produire aussi, hein. perturbés, hein, parce que c'était mais est-ce bien normal? Quand on voit la tête de Rey, quand elle le découvre pour la première fois, Ah bah, c'est nous. c'est C'est nous. ça. Ray, c'est Est-ce bien nous, normal effectivement, ouais. que le méchant, me fasse de l'effet? Bon, voilà, c'est la question. Bon, ça a peut-être pas fait de l'effet de la même manière à tout le monde. Ça a fait la réaction pour certains qui étaient: mais c'est pas un méchant ça?» Et peut-être que cette question-là aurait dû vous amener à une autre source de réflexion. Non, ça n'est pas un méchant. Non, Kylo n'est pas le méchant de la nouvelle trilogie. Il aimerait bien, mais c'est pas lui. Et bah donc allons-y pour justement La Belle et la Bête. Alors, La Belle et la Bête, vous connaissez tous, donc on n'a peut-être pas besoin de vous raconter l'histoire. Bah oui. Par contre, on peut peut-être juste revenir sur les sources de La Belle et la Bête rapidement. En fait, il s'agit d'un conte type qu'on va retrouver dans énormément de cultures différentes, avec des variantes locales. Bon, chez nous en France, les deux sources principales, c'est Madame de Villeneuve et Madame le Prince de Beaumont au milieu du XVIIIe siècle. Et la source antique, c'est le mythe d'Amour et Psyché, qu'on va retrouver chez Apulée ou chez Ovide dans les Métamorphoses, par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment la source principale pour La Belle et la Bête dans notre culture française, on va dire. Les mythes antiques et ensuite la façon dont on les a revisités dans la littérature française. Donc si vous n'avez pas lu, les livres, pas de problème parce qu'on peut faire, comme tous les nuls, on va se contenter du film. Et déjà rien qu'avec le film, il y a du matériel parce que, coup de bol, on est chez Disney et donc Disney, c'est comme s'ils passaient leur temps à refaire exactement le même film. Ils nous ont fait la version live, ils nous ont fait Star Wars et pour eux, c'est vendre La Belle et la Bête, qui est quand même un de leurs plus grands succès. Effectivement, et dans la nouvelle trilogie, vous avez énormément de petits clins d'œil visuels ou musicaux à La Belle et la Bête de Disney. Il y en a, enfin, surtout l'épisode 7 est truffé de petits clins d'œil, de petits œufs de Pâques sur La Belle et la Bête de Disney. Oui, parce que pour tous ceux qui adorent chercher des petits détails et qui ont à vous expliquer 25 théories à partir de détails cachés, et ben il y a plein de détails cachés qui vous cachent, hein, justement pour justifier l'histoire de Kylo et Rey. Le premier, tu parlais Aurélie des détails musicaux, c'est le fait qu'on a pratiquement les mêmes notes entre
le thème musical de Ray et celui du prologue de La Belle et la Bête, c'est à peu près le même début. Et on va pas me dire que John Williams a fait du plagiat parce que c'est une grosse feignasse. Il avait forcément eu cette note de service qui était essaye de faire un petit peu comme La Belle et la Bête, ça leur fera un détail caché. D'autant que J.J. Abrams et John Williams ont vraiment travaillé main dans la main, puisque J.J. est musicien également. Donc il a été très très présent dans le studio d'enregistrement pour travailler avec John Williams. Donc rien n'est anodin, tout est voulu de A à Z, y compris bien sûr dans la bande son. On sait que des fois même ils lui font réécrire parce qu'au moment où il commence à composer, John Williams il a une idée générale, mais il n'a pas forcément vu les images, ou il a vu les images mais il n'écoute pas forcément. Enfin, il n'a pas forcément tous les détails d'avoir vu tout le script. Donc on lui donne des morceaux à composer et puis après il arrive que le réalisateur donne une note de service en disant ah mais c'est pas exactement l'intention qu'on met à l'histoire. Et par exemple, je sais que dans le dernier Jedi, il a dû réécrire la bande son qui correspondait au moment où Kylo et Rey étaient dans la hutte sur Ahch-To, Oui. parce que Rian Johnson disait non, il faut pas que le thème de Kylo soit menaçant du tout. Donc il a dû réécrire sa copie. Et d'ailleurs, ça va plus loin que ça, puisque Rian Johnson avait même dit dans une interview, c'était une interview dans un magazine français d'ailleurs, dans un journal français, avait dit: «Il faut que le public puisse croire en cette romance». Donc Amirello, voilà, le gros mot a été lâché quand même par le scénariste et réalisateur de l'épisode 8. Mm. Voilà, je referme la parenthèse, mais c'est assez amusant. Donc déjà, voilà, on a des indices sonores qui sont quand même très très forts, qui sont en relation directe avec La Belle et la Bête. Et alors, visuellement, dans l'épisode 7, il y a des petits rappels partout. C'est assez rigolo d'ailleurs. Est-ce que tu veux en citer quelques-uns? Déjà, le premier, c'est quand on découvre la maison de Rey sur Jakku. On voit qu'il y a des petits objets. On sait que les petits objets, ils ont été choisis avec soin. Il y avait une petite poupée, un petit machin. Et surtout, il y avait une fleur séchée. Alors, c'est pas une rose, mais on pense tous à la rose de La Belle et la Bête. Bon, visiblement, il n'y a pas beaucoup de fleurs, hein, il n'y a pas un jardin sur Jakku. Alors, elle n'était pas en train de se balader façon Belle des Champs à ramasser ses fleurs. Elle a choisi quelque chose qui ressemble à cette rose flétrie qui est si emblématique de La Belle et la Bête. Et également, juste à côté, pour bien nous enfoncer le clou, deux petites clochettes. Et Oui. comment est-ce qu'on dit une clochette en anglais pour ceux qui sont nuls en anglais? Belle. Belle. Alors, bon, peut-on faire plus subtil? Je ne crois pas. Autre détail, est-ce que tu veux en donner un, toi? Par exemple, quand Kylo essaie de rattraper Rey et Finn dans la forêt enneigée, ça fait vraiment penser au moment où Belle s'enfuit du château et la bête la poursuit et finalement la sauve d'une meute de loups qui l'a attaquée. Et là, c'est intéressant parce que Kylo, c'est la bête, c'est le loup aussi, hein. Donc, il fait deux en un pour narrativement là, dans cette scène. Mais moi, cette forêt enneigée de Starkiller, ça m'a vraiment fait penser à cette scène de La Belle et la Bête. Oh, moi j'en ai un avant qui est beaucoup plus beau, enfin qui est magnifique, qui donne envie de chanter. C'est le Ah moment oui! où il enlève son masque. Le moment où il enlève, juste avant qu'il enlève son masque et qu'elle demande où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Qu'elle est dans sa salle de torture, là, en prison, exactement comme la Belle quand elle découvre la Bête, c'est dans la prison. Et Captive, ben, ouais. qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, vous êtes mon invité. Et là, on pense tous à la chanson culte de La Belle et la Bête avec Be My Guest en anglais, Soyez mon invité. C'est exactement cette chanson-là, la chanson qui est chantée par Lumière, le chandelier. Donc là, bon, on y est en plein dedans. Ils se sont fait plaisir avec des petites phrases comme ça. Et il y en a plein, effectivement. Sinon, tu as plein d'autres éléments qui sont propres, communs à quasiment tous les contes de fées qu'on retrouve aussi. Tu as la forêt. Par exemple, quand elle est sur Takodana, tu as la forêt, tu Mm. as le château, tu as le prince, hein, puisque Kylo Ren / Ben Solo est littéralement un prince. Ah oui, c'est le fils d'une princesse hein, quand même. Exactement. Petit-fils d'une reine, enfin voilà, c'est. Et quand J.J. Abrams a fait les commentaires pour le Blu-ray de cette scène en particulier où Kylo et Rey vont se rencontrer donc sur Takodana, il a dit quand vous écrivez un conte de fées, vous attendez à avoir un château et à avoir un prince et une princesse. 2 secondes après, vous avez Kylo qui tombe sur Rey dans la forêt, donc bon. Voilà, on a le prince et la princesse. Mais ce qui est absolument génial avec l'histoire de La Belle et la Bête, qui est pas trop mis en avant
malheureusement dans le film de Disney pour le coup, et là je vais revenir un peu aux sources, c'est que l'histoire de La Belle et la Bête, ça se pose sur une série de questions. Normalement, la bête, elle est pas du tout agressive, elle est jamais désagréable, jamais colérique, jamais menaçante, mais tous les jours, il faut qu'elle pose la même question à la Belle qui est: est-ce que vous voulez bien devenir ma femme? Ce à quoi la Belle répond toujours par non. Et dans Star Wars, pour l'instant, on a une série de questions qui ont été faites par Kylo. Chaque film se termine sur une question de Kylo qui soit demande: est-ce que tu veux être mon apprenti? Est-ce que j'ai des choses à t'enseigner? T'as besoin d'un maître? Elle répond non. Enfin, ou en tout cas, elle lui tape dessus à coups de sabre. Ça veut Oui, dire bah, je pense que c'est non. Ça veut c'est dire non, non, ouais. c'est mort. Après, elle lui demande, parce qu'il essaye une autre méthode: est-ce que tu veux te joindre à moi pour régner sur la galaxie? La réponse c'est: Bah bah non. non, ça va pas le faire encore. Donc, il a encore une question à poser. Bon, je vais vous faire un gros spoiler. À la fin, la Belle, elle finit par choisir la Bête, donc ça se fait. Mais on a une certaine série de questions là qui est faite. Mais pour revenir sur la Bête, par contre, façon Disney, parce que je disais dans le livre, la Bête n'est pas agressive. Par contre, dans le film, on voit le tempérament super coléreux de la Bête. Et là, on Oui. le voit bien, ça aussi, dans Kylo qui tape à coups de sabre dès qu'il a une contrariété. Ça, ils l'ont bien gardé. Bah, ce sont deux enfants coincés dans un corps d'adulte, hein. Kylo dans un corps d'adulte d'homme qui se déguise en bête, et la bête dans un corps d'adulte bête, littéralement une bête, quoi. Donc voilà. Puis t'as aussi dans le texte même, dans le dialogue même, des références à Ben à Kylo Ren en tant que la bête, en fait. Donc la première fois, c'est au moment où Maz Kanata enfin Anne et Finn retrouvent Maz Kanata dans sa cave, où elle leur raconte que Rey s'est sauvée après son bad trip en touchant le sabre. Et le premier ordre arrive sur Takodana, t'as les murs qui tremblent, etc. Et en anglais, elle dit ces bêtes, ils sont ici. Et en fait, très souvent dans l'épisode 7, lorsque l'on parle du premier ordre, on veut dire Ben, enfin, ou Kylo Ren. Kylo Ren lui-même d'ailleurs, puisqu'au moment où il enlèverait, il dit à ses soldats: repliez-vous, oubliez le droïde, nous avons ce dont nous avons besoin. En l'occurrence, Rey, qu'il enlève tout de suite. Nous, c'est lui en fait. Donc quand Maz parle elle dit ces bêtes, ils sont ici, ça veut dire cette bête, Kylo Ren, est ici. Mm. Donc ça, c'est la première occurrence. Ensuite, c'est pendant la scène de l'interrogatoire. Alors, le mot bête n'est pas employé, mais on a l'idée de la créature dans un masque. Il se dit, Exactement. Donc c'est ouais, et l'équivalent. c'est à ce moment-là qu'il choisit de montrer que, bah non, bah la créature, C'est en fait un prince noir, un prince sombre, donc qui est bien sous les oripeaux d'une bête. bon, et le dernier, je pense que le dernier auquel tu penses, c'est celui du dernier Jedi avec la deuxième session La Force, là. Bah, en fait, qui fait écho à une ligne de dialogue dans l'épisode 7, puisque quand il les Ah rattrape oui, après dans avoir la tué forêt, Anne oui, oui, dans tout la à forêt fait. enneigée. Oui, donc Ouais. ouais, le trait de monstre. Donc dans la version française, ils ont traduit tu es monstrueux. Mais en anglais, elle lui dit effectivement tu es un monstre. Et dans le deuxième échange Skype donc, que tu mentionnais tout à l'heure dans le dernier Jedi, il lui dit à un moment donné tu as le même regard que dans la forêt, donc sur Starkiller, quand tu m'as traité de monstre. Et elle lui redit tu es un monstre. Donc là, ça fait le lien quand même avec tous les indices, tout ce qui pointe vers attention, on est dans La Belle et la Bête et Kylo, c'est la bête. En tout cas, c'est comme ça que la Belle le perçoit. Et dans le conte d'origine, ou même dans le dessin animé de Walt Disney, ce qui est très intéressant, c'est que nous, on est censé percevoir la bête à travers le regard de la Belle, et c'est l'évolution du regard de la Belle qui fait que notre regard de spectateur va changer. Donc ça rejoint ce qu'on disait en introduction, c'est-à-dire qu'on est sur un parcours d'héroïne, et donc la perspective de Rey est censée être notre perspective. Bah oui, on voit très clairement qu'elle change d'avis au fur et à mesure sur lui, comme la Belle finit par voir les qualités de cœur ou de la Bête. Au fur et à mesure, Belle commence à percevoir, enfin, Belle vrai, c'est la même chose, finit par percevoir que Kylo est victime de circonstances, qu'il est victime d'une malédiction, qu'il y ait quelque chose qui lui est arrivé, qui a fait de lui la bête qu'elle avait en face d'elle, en sachant que c'est beaucoup plus facile peut-être de vouloir tuer une bête que de vouloir tuer un être humain qu'on a fini par comprendre, apprécier et connaître. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que Kylo n'a pas le masque dans l'épisode 8. Je pense que c'est en grande partie pour permettre cette connexion, cette empathie de se mettre en place dans leurs échanges Skype. S'il avait gardé le masque, ça aurait beaucoup moins bien fonctionné, je pense. Tout à fait.
Puis un mec comme Adam Driver, c'est quand même criminel de le laisser trop longtemps sous un masque, hein. Il est tellement émotif. Tu le soulignais dans l'épisode précédent, caster Adam Driver, c'est quand même caster quelqu'un qui a toutes ces micro-expressions, qui fait passer énormément de choses, qui peut aller vraiment très loin dans la subtilité. Pour incarner le conflit, il fait ça, mais avec tellement de talent, donc ouais, Ouais, ça mais aurait été c'est aussi dommage. pour ça qu'ils ont gardé le masque si longtemps, parce que sinon, on aurait vu dès le début, qu'il y avait, baleine sous Ses yeux de gravier, hein. porg. Voilà, exactement, exactement, c'était pas possible. D'ailleurs, il y avait une séquence, la séquence où il est face à Snoke pour la première fois en hologramme, avec, Mmh. Hux au début. Cette séquence, elle avait été filmée à l'origine, non masquée et ils ont dû repasser par Exact. derrière en image de synthèse, mais parce qu'il était là avec ses grands yeux tristes, c'était Bah, c'était pas il venait possible. d'apprendre que le robot qu'il cherchait était dans le vaisseau avec son père, donc il se doutait bien qu'il allait devoir affronter son père. Il faisait ses gros yeux de porc là. Ouais. Non, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que, il y avait vraiment une volonté suprême que, au moment où le spectateur découvre le visage de Kylo, c'est le moment où Rey découvre son visage. Donc là, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Par rapport au film de La Belle et la Bête de Disney, il y a quand même un joli morceau d'anthologie ou ce qu'on pourrait appeler un méta où ils réfléchissent sur eux-mêmes qu'il faut absolument garder en tête. Quand on découvre la Belle la première fois dans le petit village soi-disant français où tout le monde parle anglais de son petit village là et qu'elle est là en mode ah, c'est trop la loose, je m'ennuie, il y a rien à faire. Bon, déjà, ça fait penser un peu à la vie bon, c'est un peu le principe de toute héroïne à qui va arriver quelque chose, hein, il se passe rien au début dans sa vie. Mais Rey, c'est un peu pareil, elle est tous les jours au turbin avec les mêmes activités. Mais là, quand la Belle est en train de raconter son histoire et qu'elle dit qu'il n'y a que les livres qui l'intéressent, elle est en train de lire un livre. Et le livre en question, quand elle le chante, elle est en train d'expliquer que son livre préféré, c'est La plus belle des histoires d'amour. C'est là qu'elle montre à un mouton l'histoire en Oui, disant ah, c'est là qu'elle rencontre le prince charmant, mais elle ne le découvre pas avant la fin du avant chapitre 3. chapitre 3. Et le chapitre Exactement. 3, bon, voilà. Ah, il y a plusieurs Elle ne façons de le voir, hein. Ça peut être la fin, la toute fin, la troisième partie du premier film, hein. Donc déjà où elle se rend compte que le monstre, c'est le beau jeune homme envoûté. Et il y a aussi notre chapitre 3 qui est notre fameux épisode 9. Bah, ouais, c'est dans l'épisode 9 que Rey, comprendra enfin que Ben Solo, c'est son prince charmant, quoi. Ouais, elle a un peu On peut l'interpréter comme ça, tout à fait. bah, comme quoi il y a de l'espoir parce que même elle est longue à la détente. Alors si déjà elle est longue à la détente, il y en a d'autres qui peuvent Bah, à sa décharge, il y a des moments quand même, Kylo lui facilite pas la tâche, hein, toutes les fois elle l'a envoyé bouler, elle a bien fait, hein. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait que les filles qui soient à conquérir en haut des tours. Des fois, il faut se battre un peu pour décrocher son prince. Bah, c'est bien pour ça qu'elle s'est expédiée dans son petit cercueil, sur le suprémaciste et pour aller sauver son prince. Carrément, ouais. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. c'est l'anti-Blanche-Neige parce que Blanche-Neige qui est enfermée dans son cercueil, il se passe rien du tout. Et c'est pour ça aussi que c'est une histoire, La Belle et la Bête, qui plaît tellement aux filles parce que les mecs sont persuadés qu'on adore que Blanche-Neige et La Belle au Bois dormant. Mais La Belle au Bois dormant et Blanche-Neige, c'est des nanas qui se passe rien, où elles attendent dans leur cercueil. Niveau aventure, c'est zéro. Finalement, ce qui marche le mieux, c'est Cendrillon. Parce qu'elle y va au bal, hein, elle y va au turbin, elle se change tous les jours, elle est là, elle court dans les escaliers, elle risque sa peau pour l'avoir son prince. Et ben c'est pareil, La Belle et la Bête, il y a du boulot, elle fait le taf. Ça se passe pas du jour au lendemain de changer, de devenir la reine du bal et de décrocher l'homme de sa vie. Clairement, ce sont des contes où l'héroïne est beaucoup plus active, beaucoup plus moderne, hein, que dans Blanche-Neige où effectivement elle attend, elle passe son temps à attendre que des hommes fassent le premier pas ou arrangent la situation pour elle. Ou, voilà. Et La Belle au Bois dormant, c'est pareil, où elle roupille pendant la moitié de l'histoire. Belle, Rey, Cendrillon, à partir du moment où elles savent ce qu'elles veulent, elles y vont, Bah, quoi. c'est plus intéressant à regarder comme histoire parce que c'est pour ça que finalement La Belle et la Bête enfin je veux dire La Belle au Bois dormant et Blanche-Neige c'est moins facile à adapter parce que c'est pas très intéressant cinématiquement. D'ailleurs de dernière Et adaptation ça a eu beaucoup moins carrément. d'adaptations d'ailleurs. Il y a eu Et la beaucoup. dernière Mmh. adaptation qu'on a eue de Blanche-Neige, ils ont essayé de nous la coller en mode Ah ouais, guerrière, avec le mot que t'adores, Aurélie, qui est en guerrière badass. Euh, c'est Elle vrai, ouais. était là avec l'armée en Jeanne d'Arc et tout, avec son. Non mais ça c'est pas, c'était sympa, mais je veux dire c'est pas Blanche-Neige, c'est pas C'est une pas guerrière Blanche-Neige du tout, Blanche-Neige. hein. C'est pas du tout une guerrière. Alors que La Belle et la Bête, même quand c'est pas estampillé La Belle et la Bête, comme c'est le cas par exemple dans la nouvelle trilogie, la dynamique on la repère
faire tout de suite. C'est quoi? C'est le pouvoir transformatif de l'amour, les qualités féminines de l'héroïne qui vont lui permettre de changer de regard, de grandir, d'aller vers l'autre, etc., et de transformer, de lever la malédiction qui pesait sur le prince et qui l'a transformé en bête. C'est exactement ce qui pend au nez de notre ami Kylo Ren, hein, d'ailleurs. Et voilà, c'est ça qui nous intéresse. Et une série d'épreuves, parce que ça a été enlevé des versions 18e siècle. Mais quand tu repars aux sources, comme tu l'as cité avec Psyché, ou avec une autre version dérivée qui s'appelle À l'est du soleil, à l'ouest de la lune, Oui, la qui est version une autre version. norvégienne, c'est une version Ouais, scandinave, je crois. c'est passionnant aussi. Et dans ce cas-là aussi, il faut que l'héroïne, elle aille affronter un être qui tient, qui tient la bête captive, en fait, qui est responsable de la malédiction. Enfin, et là, on est vraiment comme Rey qui va, dans le dernier Jedi, affronter Snoke, qui est responsable de l'envoûtement, de l'enchantement de la bête. Ça, Exactement. on le voit pas dans la version Disney, la version 18e, ils ont un peu supprimé cette partie-là, ils l'ont rendu un peu moins dynamique. Mais l'origine de l'histoire, il y a des Ah bah épreuves. Psyché, elle en bave hein, pour rejoindre Amour. Hein. Vénus lui en fait voir de toutes les couleurs. Hein. Ne facilite pas la tâche. Et ce sont autant des épreuves d'intelligence que ça peut être de force mentale, c'est plutôt force mentale que force physique, De et force de caractère, ouais, tout à force de fait. caractère et aussi de vouloir. Enfin, il y a vraiment Vraiment tester sa motivation et oui, sa détermination. Ouais, tester l'attachement à la bête. ouais, exactement. Et c'est ce qu'on retrouve typiquement dans la nouvelle trilogie. Hein. Parce Parce que que, ouais. Mais bah, tester l'attachement à la bête, je veux dire, l'attitude même de la bête peut aussi tester l'attachement de la belle pour ce personnage, pour son futur compagnon. C'est-à-dire que quand la bête s'énerve, quand Kylo pète un plomb, ou quand lui et Rey sont obligés de se séparer parce que ça matche plus, etc. C'est une façon de tester l'attachement de Rey pour Kylo, de tester l'attachement de la belle pour la bête. Et on verra bien les autres épreuves que Rey va devoir traverser dans l'épisode 9, qui en testant son attachement pour Ben Solo vont le solidifier, vont le renforcer. alors cela étant dit, pendant qu'on dit ça, on dit aucunement que on est en train enfin, on n'est pas en train de favoriser une relation dite toxique, parce que ça c'est une des critiques Ah oui, qui non, est faite. Alors pas du tout, hein, puisque La Belle et la Bête, ça va pas du tout dans ce sens. C'est pas non plus le syndrome de Stockholm comme on l'entend sans arrêt. Ça aussi, faut ça n'a rien arrêter. à voir, ça C'est n'a un rien à voir. rapprochement un petit peu facile parce que la bête doit changer. Enfin, on a bien insisté sur le fait qu'il doit y avoir soit une modification, une transformation du regard de la belle, certes, mais également de l'attitude de la bête. Ils s'apprivoisent l'un l'autre et ils apprennent à se Tout à découvrir. fait. C'est typiquement le genre de conte où il y a vraiment, en termes de rapport de force, on est vraiment sur une relation équilibrée. Ce sont deux égaux. L'homme et la femme sont égaux. Et alors, s'il y a bien un truc sur lequel la nouvelle trilogie insiste, c'est l'équilibre et le fait que Rey et Kylo sont des égaux. Ils sont des égaux dans la force, mais ils sont aussi des égaux dans le fait qu'ils ont leur propre pouvoir de détermination, ils ont leur propre volonté. Si c'était une relation toxique, vraiment, vraiment toxique, Rey elle aurait accepté la main de Kylo à la fin de l'épisode 8. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Donc le message, il est très clair. C'est-à-dire que si Kylo ne change pas, si la bête ne s'apprivoise pas et ne change pas d'attitude et de mentalité, la belle ne sera pas avec, ne finira pas Et puis, avec. ils font vraiment tout pour nous montrer que Ren n'est pas une victime. Enfin, c'est pas une petite chose qui a Ah besoin d'être écoute, si protégée. tu commences à cocher les cases, à faire une colonne Rey contre Kylo et une colonne Kylo contre Rey, je veux dire, celui qui est martyrisé, c'est Kylo. Hein. Clairement, il prend cher. Hein. Je Faut veux être dire, clair. Hein. Enfin, je veux dire, t'inverses les rôles. Tu dis que Kylo, c'est la fille qui travaille pour les méchants et Rey, c'est le garçon, c'est le héros qui travaille pour les gentils. La fille, c'est et puis pour montrer à quel point il n'est pas violent, il vient de se faire couper la tronche en deux. Quand la première fois où il revoit la fille, c'est pas lui qui sort le pistolet pour lui tirer dessus, hein, et il est plutôt content. Il se dit chouette, ma copine. ah, c'est génial, je pensais jamais la revoir. Oh, c'est super, elle est là. Et moi, je me suis demandé aussi, dans ce premier Skype, je m'excuse, je fais une digression, mais je me suis demandé s'il n'était pas aussi soulagé parce que du coup, Il sait qu'elle s'en est sortie. il comprend très vite qu'elle n'est pas elle est pas dans la flotte rebelle en train de se faire torpiller, qu'elle va pas mourir quand le Premier Ordre va les vaincre. Il comprend qu'elle n'est pas là, et dès qu'il comprend qu'elle est avec Luke, moi je pense qu'il est soulagé de savoir qu'elle n'est pas sur la flotte.
rebelle. Par contre, il est inquiet parce qu'elle est avec Luke et que lui, son passif avec Luke, c'est pas Ah bah, peut-être bien, ça pose d'autres c'est problèmes. Ça pose d'autres problèmes. c'est une bonne idée. Moi, j'ai pensé plus en mode, ben, il est intrigué par la situation, Ah en oui, fait. bah, elle le fascine depuis la première seconde. Avant même qu'il la rencontre déjà, il faisait Oui, une mais aussi fixation simplement le fait que, ben, elle est là en face de lui, enfin, c'est magique là, ici, ça s'est pas arrivé, donc on n'a jamais vu ça, donc ça devait l'intriguer probablement. Enfin, il était content. Ah oui, oui aussi la Mmh, logistique de ce nouveau pouvoir de la force. Oui, oui, non, il est très curieux, bah, comme un scientifique qui découvre une nouvelle planète et de: «Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui se puis attends, passe?» tu vu comment il a filé dans le couloir pour aller la chercher en mode, Oh Holiday on bichette, Ice? mais c'était tellement mignon. C'était tellement mignon et faut s'imaginer quand même que si quelqu'un avait été dans le couloir et l'avait vu faire ça, mais c'était indigne. Enfin, je veux dire, sa réputation au sein du Premier Ordre, Ah c'était bah, mort, quoi. il C'était perdait toute fini. crédibilité. Cela dit, il avait peut-être pas trop Exactement. l'habitude de le voir se balader sans masque, cela dit. Est-ce qu'il avait un certain anonymat? Déjà, Ça lui ouais. permettait peut-être de conserver un certain anonymat pour se balader, faire, Matt, le détecteur de radar, le technicien, Technicien radar, oh exactement. là là, Matt, Oh, Matt le j'adore. technicien. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre sur La Belle et la Je Bête? pense qu'on a bien établi, que, les références à La Belle et la Bête, elles étaient quand même, multiples. Elles sont voulues de A à Z et au-delà des indices visuels qu'on a eus et cetera ou même les petites lignes de dialogue, qui sont un petit peu dispatchées partout, La Belle et la Bête, c'est la dynamique de Rey et Kylo donc en fait, c'est en filigrane, c'est la nouvelle Mmh. trilogie, quoi. Il y a des petites choses, il y a quelques petites choses qu'on peut rajouter aussi. On pourrait rajouter en parallèle avec le film de Disney, parce qu'ils se sont vraiment fait plaisir là-dessus. La scène du Ah ouais. miroir, quand Belle se promène à travers le château hanté et qu'il y a un miroir qui est craqué en morceaux, ça peut faire penser Mmh. à ça. La scène sur Acto avec les miroirs. Il y a aussi bah, la façon dont le tableau du prince a été découpé et ça fait comme une espèce de cicatrice à travers son visage, un peu comme celle de Kylo Ren sur le visage. Il y a vraiment des petits rappels comme ça. Et puis ça nous permet de nous orienter aussi sur de la spéculation sur l'épisode 9, parce que comme on connaît très bien la fin, et on peut aussi même se demander s'ils vont pas réutiliser des choses qu'ils ont utilisées dans le film, puisque jusqu'à présent ils se sont gavés, hein, ils peuvent continuer jusqu'au bout. Ah bah, je pense qu'ils vont se faire Voilà. plaisir, hein, ils ont aucune rai c'est ça rendra, cette nouvelle trilogie, d'autant plus iconique quand, les fanboys se seront calmés, les controverses, et les polémiques, stériles se seront calmées. Tout le monde aura oublié la guerre Twitter, la guerre, machin sur Instagram ou les vidéos YouTube qui bâchent la nouvelle trilogie et tout le monde va se souvenir, pour des générations, à quel point c'est iconique, l'imagerie est tellement iconique que voilà, c'est ça qu'on va retenir, forcément. Le reste s'éteindra de lui-même, hein. Oui, oh bah non, il y en a qui vont s'énerver encore pendant quelques temps, mais c'est pas très grave. Mais est-ce que bon, évidemment, on peut s'attendre au happy end. Comme on le dit, on le redit, à Mirello, arrêtez de trembler comme des petites choses, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à avoir, comme dans La Bête de Disney, la bête qui renonce à se défendre, C'est le sac en fait, le la sacrifice? bête voilà, le sacrifice de la bête dans le dessin animé de Disney se fait en plusieurs étapes. Le premier sacrifice, c'est renoncer à la belle, la laisser partir pour qu'elle retrouve son père. Donc ça, Bon, ça, on l'a déjà eu. c'est un geste d'amour, désintéressé. C'est, l'autre sacrifice, c'est de ne pas se défendre, et cetera. Enfin, voilà, de toute façon, il y aura un sacrifice parce que ça colle aussi avec la rédemption de Kylo, mais je te dirais que la bête, quelque part alors dans le conte, la bête a été maudite, mais pas à cause d'une chose qu'elle a faite, mais je crois à cause de ce que ses parents ont fait. Par contre, dans La Belle et la Bête de Disney, le fautif, celui qui a, voulu laisser à la porte l'enchanteresse, c'était vraiment lui. Donc il est sur ce qu'on peut appeler quand même un arc de rédemption, aussi dans le dessin animé de Disney et donc bah, Kylo, de toute façon pour accomplir sa rédemption, il va falloir qu'il fasse un sacrifice, un acte d'amour, désintéressé, d'amour inconditionnel. Donc ça, c'est la condition sine qua non et je pense que c'est là qu'on aura notre thème de mort et de résurrection, enfin, il y a aucune raison que la résolution de la nouvelle trilogie s'éloigne de façon complètement, folle de la résolution du conte qui lui sert de ligne directrice.
de modèle. Non, parce que pour l'instant, ça fait 2 épisodes sur 3 qui vont complètement dans ce sens. Surtout qu'encore une fois, on se retrouve avec le réalisateur de l'épisode 7 qui a lancé, la dynamique de La Belle et la Bête avec tous les petits indices, qu'on vous a mentionnés. Bon, on peut complètement s'attendre à ce qu'ils continuent en ce sens et qu'ils reprennent, les éléments Puis similaires, hein. JJ, c'est un romantique, hein, faut pas oublier, hein. Donc la romance, c'est la romance dans Star Wars, les relations, d'amour et cetera, ce sont, si c'est pas le moteur principal, comme dans la trilogie d'origine, c'était pas le moteur principal, c'était plus l'amour familial, mais l'amour, c'est le moteur de toute la saga et là, en l'occurrence, l'amour romantique, c'est le moteur de la nouvelle trilogie. Donc le moteur, il va pas avoir de raté dans le dernier épisode, en voyant arriver la ligne d'arrivée, c'est pas à ce moment-là qu'on va avoir une panne moteur, hein. C'est pas Ah bah, J.J. Abrams avait teasé le fait qu'une histoire d'amour serait centrale à l'intrigue, de la postlogie. Mmh. On l'a pas vue, hein, les gars, jusqu'à présent, officiellement. On la voit pas. Donc à un moment, ben, on peut pas se poser d'autres questions que où est la romance centrale? Encore une fois, ça peut pas être Finrose, c'est pas Finray, c'est pas, Poe et Rey, encore pire, qui viennent juste de se rencontrer. Non, Non, ça mais n'est ça, pas une ça a pas histoire de d'amour sens. centrale. Ben, c'est toujours les mêmes personnes qui sont tous les 2 dans une, salle, à part, en train d'avoir des conversations et de faire évoluer une relation. Une intrigue centrale, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est une intrigue centrale. Les seuls personnages qui sont tout le temps tous les 2 ensemble, c'est eux D'ailleurs, 2. dans la même interview, JJ avait aussi, je crois que c'est une interview de 2012 ou début 2013, quand ils étaient vraiment dans les premières étapes de développement de la nouvelle trilogie, où il avait dit qu'il y aurait une histoire d'amour centrale, qu'il était très excité d'attaquer le projet, mais qu'il voulait l'aborder d'une façon très différente. Bon, bah voilà, hein, vous avez La Belle et Voilà, la Bête, même c'est si, c'est signé Furax, hein, ouais, voilà. mais du coup, JJ, il a pas été très original parce que La Belle et la Bête, c'est peut-être très original pour, les Pour mecs Star qui ont Wars. pas voilà, pour Star Wars ou pour les mecs qui ont pas l'habitude de regarder une histoire de La Belle et la Bête. Mais encore une fois, pour nous les filles, ça devrait pas être très, très original. Enfin, c'est un petit peu la cantine de base de toute notre littérature. Exactement, parce que c'est comme c'est de l'amour, c'est le pouvoir transformatif de l'amour d'une femme pour un homme, qui le reçoit et qui se montre à la hauteur et qui lui fait ce travail pour se transformer et être digne d'elle. Bah, pour les femmes, c'est très, très valorisant et on se construit toutes, aussi en c'est l'illustration du pouvoir de la compassion et cetera, de qualités, qui sont, codées comme féminines. Les hommes n'en sont pas dépourvus, hein, c'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Mais donc du coup, c'est vrai que ça nous parle peut-être un petit peu plus. Après, il y a quand même beaucoup d'hommes qui aiment La Belle et la Bête et même s'ils sont pas très, présents sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'hommes qui aiment la nouvelle trilogie aussi. Alors du coup, puisqu'on parle on pourrait parler des produits dérivés de La Belle et la Bête, ça nous permet d'enchaîner sur les autres, œuvres de fiction qui, Oui. sont vraiment la matière première de cette, postlogie. Parce que en fait, La Belle et la Bête, ça a été recyclé, dans la littérature, comme j'ai dit, féminine classique. L'œuvre dont on voudrait absolument parler après, qui est très, très populaire également au cinéma, c'est Orgueil et préjugés, d'après le roman de Jane Austen, fin 18e, début 19e. Et donc là, on a eu encore une version récente. À chaque génération, on se tape une nouvelle Belle et la Bête, on se tape un nouvel Orgueil et Préjugés. Alors forcément, vous avez une référence en film d'Orgueil et Préjugés. On va vous donner des exemples de comment la postlogie est allée s'inspirer de moments d'Orgueil et Préjugés. Alors, par exemple, Bah, par exemple, le fait qu'on ait 2 personnages, bah, qui doivent vraiment trouver un terrain d'entente, ils viennent de 2 directions complètement, opposées, de 2 mondes opposés. Donc dans Orgueil et préjugés, vous avez, 2 personnages qui sont issus de classes, un petit peu, différentes comme la Belle et la ou Bête, voilà, comme La Belle et la Bête. C'est un homme et une femme, donc déjà, comme voilà. la Belle et la Bête. Voilà, exactement. On regarde, tout ça à travers le regard du personnage féminin, donc c'est un parcours d'héroïne, là encore, on suit Elizabeth Bennet et elle a ni les yeux ni la langue dans sa poche, hein, donc elle a un regard très incisif comme Ray. Elle est même un petit peu moins naïve que Ray ou que la Belle. C'est-à-dire qu'Élisabeth, elle est quand même un petit peu plus mondaine, on va dire, un petit peu plus,
un petit peu moins naïve, mais bon, ça reste une jeune fille qui va finir par craquer pour son prince. Donc pour Darcy, qui est lui quand même particulièrement odieux et froid, et au début, enfin c'est très compliqué, quoi. Bon, Darcy, c'est quand même, une grosse figure romantique, pour nous les nanas, hein. Ah bah oui, Darcy, c'est le héros, typique, alors c'est un petit peu un c'est un je dirais pas que c'est un bad boy parce que c'est pas quel mais il est perçu comme ça au début, oh non, c'est pas le bad boy, c'est plutôt le snob qui fait la tronche, ça. c'est ça, exactement ça. Mais c'est dans ces dynamiques-là, que ce soit La Belle et la Bête ou Orgueil et Préjugés, nous, ce qu'on aime, c'est quand ça clash, quoi. C'est quand ça va au clash, et c'est ça qui est titillant, parce que est-ce qu'ils vont être ensemble, est-ce qu'ils vont pas être ensemble, est-ce qu'ils vont réussir à se retrouver à mi-chemin et à faire des compromis, etc. C'est la vraie tension romantique dans La Belle et la Bête, dans Orgueil et Préjugés, dans la nouvelle trilogie de Star Wars, elle est là, en fait. Elle est aussi dans le problème de communication parce qu'en fait, depuis le début, Exactement. ce qui est génial avec cette histoire, c'est que l'héroïne, elle est persuadée que monsieur Darcy, donc ce qu'il a rejeté à un bal la première fois qu'il l'a rencontré, ne l'aime pas du tout et en fait, depuis le début, lui, il a eu un gros coup de cœur pour elle. Il est, socialement pas forcément très adapté, il est assez timide et et un petit peu renfermé. Il est taciturne, et il est pet sec, hein, ouais. C'est ça Et puis il a pas envie de faire d'efforts en non, plus. bah, il a pas besoin. Parce qu'il a reçu l'éducation, enfin, je veux dire, les codes, pour bien se comporter dans le monde, il les connaît. C'est juste que sa position sociale et son inclination naturelle, ne vont pas dans ce sens, quoi. Il a pas besoin ni envie de faire d'efforts. Donc elle, forcément, ça lui hérisse le poil, d'autant plus, quoi. C'est vraiment, Et oui. j'adore leur Ouais, mais dynamique. elle a super mal perçu et tous les petits signes qu'il lui envoie où il manifeste son intérêt, pour elle et elle l'envoie clasher systématiquement. Ça, c'est aussi, complètement la dynamique, de Kylo et Rey avec encore une fois, on parlait des refus dans La Belle et la Bête. Le Ouais. gros moment d'anthologie que les nanas se repassent en boucle, c'est, la demande en mariage, de Darcy, Ah oui! au milieu du livre et le milieu du livre, bah, c'est notre épisode de Dernier Jedi. À un moment, le héros prend son courage à 2 mains et va faire sa déclaration à Elizabeth Bennet, en lui disant, qu'elle est, que il s'est battu en vain, que c'est vrai bon alors on va le faire en version, arrangée, enfin pas aussi joliment dit que Jane Austen, mais bref, sa famille est une merde. Elle est rien du tout parce que lui, il est riche à foison et bon, il est en train de commettre une mésalliance, c'est la pire, Ah bêtise total. de sa C'est vie. une vraie Heu, mésalliance pour lui, hein, ouais. il se demande bien pourquoi il est aussi con de faire ça, mais il est vachement amoureux d'elle et il peut pas s'imaginer une seconde de passer sa vie sans elle. C'est la pire déclaration d'amour et la pire Ah, plus demande en foiré mariage que qu'on ça, puisse c'est faire à une fille difficile, et hein, effectivement. ah beh, carrément et là, qu'est-ce qu'on nous offre dans le dernier Jedi? La même chose. Enfin, le type, il est en train de dire, tu n'es rien, tu sers à rien dans cette histoire, mais pas pour moi. C'est peu ou prou la même Ah, c'est exactement la déclaration. même On chose, l'a ouais, toute ouais. reconnue. Effectivement, et puis c'est la même les mêmes grâces sociales, hein, pour l'un comme pour l'autre, hein, la même ils sont gracieux tous les 2 quand ils font leur demande, c'est vraiment, alors que par Bah, ailleurs, vraiment, ils se mettent à nu, en fait, oui, ils se parlent. En fait, quand je disais qu'il y avait un problème de communication, mais c'est ils ça, hein. passent leur temps à communiquer, à se parler. Ils s'envoient des pics, ils ont des moments d'aparté où ils essayent de savoir un peu ce que pense l'autre. Mais quand on reparlait de la déclaration, la déclaration pourrie, la déclaration ratée, ce qui est encore plus fort et qu'il faut souligner et que tout le monde devrait savoir, c'est que quand ils ont imaginé le personnage de Kylo Ren, depuis le début, ils voulaient Adam Driver. Pour Adam Driver, il n'était pas convaincu parce qu'il n'avait pas envie d'attirer autant d'attention avec un Ouais, film aussi ça lui faisait populaire que très Star peur, Wars. Star Wars, ouais. Et ça se conçoit. Et du coup, ils se sont dit, bon, on va peut-être se prendre un plan B si jamais Adam Ah Driver, il oui! signe pas. Et ils ont convoqué plein d'acteurs, tout ce qui se fait de mieux dans les jeunes acteurs à peu près du Eddie même âge. Redmayne, c'est lui qui a vendu la mèche, non? Exactement. Et il y en a un qui a gaffé, donc c'est Eddie Redmayne, qui est celui qui fait Newt, c'est ça Il c'est fait il celui fait, de Fantastic Beasts, je dans les créatures Newt, fantastiques. ouais, c'est ça, C'est ça? C'est les c'est créatures Norbert fantastiques. Dragono, ouais, c'est ça, C'est ouais. ça, Norbert Dragono et il a été casté pour un moment pour le rôle de Kylo Ren. On peut pas imaginer maintenant autre chose qu'Adam Driver, mais enfin bon néanmoins
Et nous, il a carrément cafeté en disant que les acteurs qui avaient été sollicités pour passer les castings pour le rôle avaient un seul texte à lire. La déclaration de Darcy à Elizabeth Bennet. Ouais, C'était ça leur texte. Et c'était le texte. il comprenait pas pourquoi il avait à lire ce texte alors qu'il avait été convoqué pour jouer le nouveau méchant de Star Wars. Alors, imaginez une seconde ce que ça aurait été si l'acteur qui devait être casté pour Dark Vador, on lui avait fait lire la scène du balcon de Roméo et Juliette. Ça aurait carrément changé toute l'orientation de la trilogie. Et ben là, c'est Effectivement, pareil. donc Il faut avoir cette information, elle est cruciale. et encore une fois, voilà, rien n'est fait au hasard. Ils prennent pas un texte au pif pour faire passer les auditions. Donc, on n'a pas affaire à du théâtre amateur, hein. On est chez Lucasfilm et chez Disney. Donc, c'est quand même le top du top, la crème de la crème en termes d'industrie du cinéma. Un indice de plus. Oui, et puis d'une certaine manière, bon, avec des armes qui sont beaucoup moins létales que celles de Kylo Ren, la dynamique entre Darcy et Elizabeth Bennet, c'est la guerre permanente, c'est une guerre des mots, une guerre ouverte où ils sont sans arrêt en train de s'envoyer des pics, mais c'est de la même chose, c'est des batailles. Il y a même la scène de danse, d'une manière, la scène de danse, c'est un duel. Ah Et oui. quand on voit Kylo Ren la première fois dans la forêt, le passage que tu avais cité avant, Aurélie, Mmh. c'est une danse d'une certaine manière. Ils se tournent autour au début et à la fin. Bon, on sait qu'il y a une chorégraphie, une façon, un duel, c'est chorégraphié. Qu'est-ce qui est chorégraphié également? C'est une danse. Donc toutes leurs batailles, il faut les voir comme des scènes finalement, un peu comme des intermèdes musicaux, comme des scènes de Ah, danse. d'autant que dans ce duel, ils sont présentés en miroir, c'est-à-dire que quand il va faire un geste d'attaque, 2 secondes après, c'est elle qui va le reprendre. Ou alors ils font vraiment les gestes en miroir. Enfin ouais, voilà, donc on dirait presque effectivement une danse de l'époque Mm. du début du 19e siècle dans les romans de Jane Austen. Bon, la meilleure scène de danse restant celle du dernier Jedi où ils se retrouvent à touche-touche. Hein, Ah bah oui, alors euh, ça, pareil, hein, je sais, dans le conte, la belle, à aucun moment, elle touche le haut de la cuisse ah de non, la non, bête, hein. Elle est elle est pas pas sur montée son sur dos son non dos plus. Hein. non plus, hein, donc je veux dire, pareil, c'est vrai qu'on essaie aussi de rassurer, les fans de ce couple, qui en ont régulièrement besoin, ce qu'on conçoit tout à fait, hein, mais encore une fois, ne vous inquiétez pas. Si, ils étaient pas destinés à finir ensemble, vous n'auriez jamais eu l'opportunité, mesdames ou messieurs d'ailleurs, hein, pas jugés, d'admirer, les pectoraux de notre ami Adam Driver dans l'épisode 8, hein, voilà, donc cette scène, elle est pas gratuite non plus, hein, du tout, hein. Et puis bon, visiblement, on va avoir d'autres scènes de danse, hein, du peu qu'on a vu. Ça se trouve, ça va se terminer avec une lambada langoureuse. On peut encore espérer. Et en parlant de scènes sans chemise ou avec une chemise mouillée, tu un parallèle Oui, toi avec Orgueil et Préjugés? mais je ne pense qu'à celui-là. Bon, évidemment, la version qui est la plus connue actuellement, surtout des générations actuelles, c'est la dernière avec Keira Knightley. D'ailleurs, beau parallèle entre ce qu'ils avaient fait avec la pluie en extérieur et les étincelles qui tombent dans le dernier Jedi. C'est Ah ouais. Puis on est persuadé qu'ils vont s'embrasser, la manière dont c'est filmé en gros plan, on a l'impression que dans le feu de l'action, il va quand même y avoir un baiser. Et ça, c'est exactement comme dans le dernier Jedi où tout le monde pensait qu'après avoir jeté son épée, il allait se jeter sur elle. Et Ah bah, ben je la pen je scène pense que oui, hein, si elle a été restée branchée sur lui, elle avait pas grand-chose à faire à part rester où elle était et il était sur elle, hein, à mon avis, courage mignon, hein, du coup, elle a préféré se sauver. Alors dans la scène sans chemise que tu es en train de me rappeler, Aurélie, mais je n'ai pas besoin que tu me la rappelles, Ah oui, j'y je me pense doute. sans arrêt. Alors là, c'était avec l'acteur Colin Firth qui était au top de son top à l'époque. Ça lui a valu tout le succès qu'il a aujourd'hui. Donc dans cette série À télé, quoi ça tient? à rien, à une chemise mouillée, ça avait choqué toutes les fans de Jane Austen à l'époque, mais ça les avait choqués en bien. Hein. Ils avaient mis Monsieur Darcy qui était allé décider de faire un petit plongeon et qui ressort avec la chemise collée blanche et qui se retrouve face à Elizabeth Bennet qui a exactement sur la tête la même réaction, la même expression de visage que Rey quand elle découvre Kylo Ren enfin je vais dire torse-poil, mais il a pas de poil. Mais Il quand a elle pas le de retrouve, poids, il a que des grains de exactement, beauté lui. c'est un Chippendale, il est complètement épilé. Mais et alors donc c'est vrai que les deux jeunes filles, réagissent de la même façon, c'est-à-dire, vierges rougissantes, hyper embarrassées, genre: «Oh il est trop beau! Non, je suis pas censée regarder. Oh mon Dieu, comment je vais m'en sortir? Bon allez enchaîne la conversation». Oui, Bah fais vraiment c'est semblant, que fais semblant. vas-y, Bah hein, oui, il y a pas de bizarre. souci.
Sauvons les Bizarrement, quand apparents. c'est clair, mais dans les 2 cas, bizarrement, on constatera que, leur façon de percevoir le personnage change radicalement à partir du moment où elles l'ont vu, à moitié nu. Elles sont beaucoup plus enclines à écouter ce qu'ils ont à leur dire ou à courir, Effectivement, le pouvoir des pectoraux, c'est quand même impressionnant, quoi. C'est ah bah, pour elle, c'est radical, hein. Elle est passée de tu sais, un gros monstre à, comme tu as dit, elle s'envoie direct en FedEx, pour aller le retrouver. Enfin, c'est oh que bah, du lui tout touche la main entre-temps, il y a quand même de la connexion, c'est il y a vrai, il y a ça aussi quand même. Elle est et allée tâter la marchandise. mais d'ailleurs, c moins ils se parlent et mieux ils s'entendent, hein, Ray et Kylo, hein, finalement. Tu évoquais les problèmes de communication dans Orgueil et préjugés, Mmh. dans la série avec Colin Firth, où c'est vrai qu'ils ont quand même un peu plus le temps de développer l'évolution de la relation. Dans un film, nécessairement, bah, ils font des coupes, hein. C'est quand ils ont des échanges de regards, même, à travers, enfin, d'un bout à l'autre d'une pièce et cetera. À un moment donné dans leur relation, quand il y a ce shift, moi, j'aime beaucoup cette scène où, Le à un moment piano, donné, tu la jeune sœur, voilà, joue au piano et une des sœurs là, une des harpies, fait une énorme bourde et il faut sauver la situation et c'est Élisabeth qui sauve la situation et Darcy lui jette un regard de gratitude et oh d'amour le regard. qui est tellement beau. Je te fais confiance, tu vas trouver, le gif parfait pour le montage vidéo et donc voilà, et Rey et Kylo, au moment où ils arrêtent de parler, ils se touchent la main, où c'est vraiment là qu'ils connectent. C'est à chaque fois qu'ils parlent trop que, bah, lui, il se prend les pieds dans le tapis et elle s'énerve donc de toute façon. Ah, mais en parlant de main, dans la version Keira Knightley, il y a un très joli gros plan aussi. Oh La oui! première fois que Darcy touche la main, d'Elizabeth Bennet en l'aidant à monter dans la voiture, on voit après le d'abord, ils réagissent tous les 2, donc quand ils se touchent la main, on voit que ça leur Comment elle le regarde, ouais. genre: «Qu'est-ce que tu fais? Oh waouh!» Oui, oui, elle s'est C'est dit, ça. oui, voilà, il y a eu une réaction et lui, on voit après, ils ont fait un gros plan sur la main où il est là en train exactement comme Kylo qui passe son temps à avoir soit les poings serrés, soit la main. On a sans arrêt ces gros plans de main chez lui, donc c'est très important. On sent que ça lui parle, ça lui a fait quelque chose, hein, ça a eu un effet bœuf. C'est extrêmement sensuel, c'est-à-dire que c'est de la sensualité, Victorienne. victorienne et dans la nouvelle trilogie, comme c'est destiné à des enfants, ils ont quand même repris ces codes de sensualité victorienne où d'un seul coup, juste, toucher, la main nue de quelqu'un, ça communique tellement de choses, Nous, on est un peu désensibilisés dans notre monde commun où beaucoup de carcans ont sauté, mais que ce soit dans Star Wars ou dans la littérature, victorienne, bah, là, ils devaient se contenter de choses comme ça, mais du coup, ça prenait tout son sens et ces scènes qu'on voit dans les 2 films, elles sont d'une sensualité, Mmh, mmh, invraisemblable, quoi. mmh, Par mmh. contraste, du coup. Tout à fait et si on reste comme on nous l'a fait avec La Belle et la Bête dans du prédictif ils collent encore une fois à l'intrigue, enfin à un moment ils sont après évidemment ils sont fâchés après la déclaration ratée et puis ils se retrouvent et puis ils réapprennent à communiquer et à la fin, ça se termine Mais bien. dans toute romance, tu as la séparation du Oui. deuxième acte, hein. Toujours et ça tombe bien, on en a eu une et ben, si on reste dans cette prédiction Orgueil et préjugés, à ce moment-là, on irait plutôt du côté d'un geste qui est fait, par, Kylo Ren, à l'insu de Rey pour l'aider dans quelque chose et elle découvre après et elle sait qu'il a fait ça. Moi, j'imagine tout à fait Kylo en train de lui dire: «Non mais, comme Monsieur Darcy: «Non mais ne me remerciez pas, il faut que vous sachiez que j'ai fait ça que pour vous, il y a que pour toi que je l'ai fait, je n'ai pensé qu'à toi en faisant ça» et bon, Mmh. après, Mais il va l'emballer sous la pluie. Moi, ils vont finir de se taper dessus sur l'étoile de la mort, il va l'emballer, moi, ou elle va l'emballer. Enfin voilà. Moi, je le vois bien un truc sous l'eau comme ça. Je viens d'avoir cette idée-là. Moi, j'ai envie de oh ça. ouais et puis joli parallèle qui a été souligné aussi sur des images, à peine dévoilées, en avril où on voyait, Kylo Ren dans le désert avec sa cape au vent, avec une petite lumière derrière qui, on espère, Mmh. est une lumière, de matin, une lumière d'aurore, d'aube, De renouveau, de de voilà, de renaissance, lever de soleil et lever, ben, en anglais, ça va ascension, exactement, rise. c'est le même mot, et bien, c'est exactement ce qu'ils ont pris comme code
code. Dans Orgueil et Préjugés, ça se passe pas du tout comme ça dans le bouquin, mais eux, ils se sont fait plaisir comme ils ont voulu, où les personnages finalement se déclarent leur amour mutuellement dans un chant bucolique anglais, où ils se retrouvent au petit matin avec le soleil qui se lève au fur et à mesure de la déclaration, et où il y a Monsieur Darcy qui se promène un peu cap au vent, c'est une robe de chambre, mais c'est pareil. Il est un peu dans exactement la même dynamique, la même démarche. Ouais, avec ses yeux, d'amoureux, Oh, de petits chiots, oui. Oh, c'est trop. ah ouais, c'est trop Et mignon. le soleil se lève au milieu d'eux, entre deux. Comme on sait que quand même dans Star Wars, ils sont super forts pour nous mettre des soleils à tout va. Là, Ah bah, ils savent bien les utiliser, le visual storytelling, c'est un peu leur marotte, hein, quand on même, hein. pourrait avoir ce genre de rappel. Oui, Pendant qu'on est sur oui, oui. dérivés d'Orgueil et Préjugés, on peut enchaîner sur l'histoire d'après qui est Nord et Sud. Ah Un oui. roman un peu postérieur, un peu plus tard d'Orgueil et Préjugés, mais qui reprend exactement la même Oui, dynamique. donc effectivement, il s'agit d'un roman, d'Elizabeth Gaskell. Donc, elle a vécu, elle a écrit pendant l'époque victorienne, donc quelques décennies après. La vraie grosse différence, c'est tout le discours, social, puisque c'est sur fond de naissance des, unions, donc des syndicats dans une ville, Il y a la dans une ville révolution industrielle. industrielle. Mmh. Exactement, la révolution industrielle en Angleterre. Donc vous avez, Monsieur Thornton qui est ce riche industriel qui a des fabriques de coton, et Margaret, Hale qui donc, est l'héroïne. Elle est fille de pasteur, elle vivait dans le sud, elle se la coulait douce dans le sud, et puis, la situation de son père change, et il s'installe donc dans Milton, donc dans cette ville du nord de l'Angleterre, cette ville industrieuse du nord de l'Angleterre, et elle comprend rien à ce qui lui arrive, c'est pas les mêmes codes, la société est beaucoup plus dure, les gens sont fermés, et elle se retrouve, face à ce mec, à Monsieur Thornton, et ils se comprennent pas du tout. Donc, c'est à nouveau, deux visions du monde qui s'entrechoquent, et la dynamique, c'est exactement la même que dans Orgueil et Préjugés, que dans La Belle et la Bête, que dans alors la nouvelle trilogie. Est-ce que tu veux enchaîner sur, Bah, oui, tu as bien fait de résumer parce que c'est un roman qui est beaucoup moins il est connu moins du grand connu, public, ouais. hein. On vous a pas résumé du tout La Belle et la Bête et Orgueil et Préjugés parce que c'est archi connu. Bon, là, tu as très bien expliqué ce qui se passait. Peut-être, ce qui est intéressant par rapport à Nord et Sud, c'est tu as parlé du conflit social et industriel. Là, pour le coup, ça collerait bien avec ce qu'on a dans Star Wars, puisque il y a du conflit social très nettement mis en avant dans la postlogie, Mmh. avec plus d'intérêt sur la condition des Stormtroopers. Oui. Et donc là, bon, ça arrive. Clairement, on va vers ça à travers le personnage de Finn. On s'intéresse plus à comment ils sont recrutés. Le coût humain des armées est plus important parce qu'avant, le Stormtrooper, on pouvait le dégager. Pour l'instant, ils arrivent encore à le dégager sans aucun état d'âme, mais ça, Oui, c'est un peu le à mon paradoxe d'ailleurs, avis, hein, ouais, c'est bizarre. de Mais cette nouvelle trilogie, ouais. Mmh. c'est pour ça que je m'attendrais à ce que ça joue. Enfin, j'ose espérer qu'ils vont mettre l'inflexion là-dessus parce qu'ils ont beaucoup parlé du côté financier et du côté, enfin beaucoup, en tout cas beaucoup plus que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Ah On oui. avait DJ qui lançait quand même la question de l'armement. C'est jamais quelque chose qu'ils ont vraiment abordé. Autant on a bouffé du Sénat pendant toute la prélogie, on a eu le Oh mon côté Dieu, ouais. politique. C'était peut-être pas ce qu'ils Et ont là, fait de mieux. c'est Mais vraiment l'industrie de la ouais, guerre, les profiteurs de guerre, oui, et cetera, avec, tout l'arc, qui se passe à Canto Bight, qui a ouais. tellement déplu à une certaine partie des fans. Mais qui est important parce que il y a Bah, ce on parle de guerre, donc à un moment donné, on n'avait pas tout le tableau avant d'aborder cet aspect-là, donc ouais. c'est du world building, qui est essentiel aussi. Mais du coup, là, on va à fond dans l'histoire de la lutte des classes et dans le conflit Ah social. Donc oui, c'est vrai que par rapport à Nord et Sud, c'est assez pertinent. tout à fait. Si on va sur alors, encore une fois, la dynamique est exactement la même que dans Orgueil et Préjugés ou dans La Belle et la Bête. Les personnages qui ont besoin d'apprendre à se connaître. Au début, ils s'entendent pas. Bon, lui, comme dans l'Orgueil et Préjugés, très vite, il tombe follement amoureux d'elle. Elle Oh est ouais! persuadée que c'est un gros nul et que voilà, il y a pas moyen. Elle le méprise Elle le méprise, hein, très ouvertement, clairement. hein. C'est-à-dire qu'elle elle maintient le minimum, «syndical» entre Ouais, guillemets, c'est le cas de le dire. en termes de politesse, dans la société, enfin quelqu'un qui sait vivre, qui a du savoir-vivre en Angleterre à l'époque, mais elle en fait pas plus, hein. Elle lui fait très clairement comprendre que, elle a aucune affinité personnelle vis-à-vis de lui, quoi. Le côtoyer pour elle, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Ah bah, Et parce lui qu'elle par estime contre,
qui maltraite, ses employés donc de Voilà. la Elle la pense qu'il maltraite ses employés et que c'est juste un arriviste, un industriel, un mec qui est là pour faire de l'argent, enfin, à des années-lumière de sa perception, de l'humain à elle qui débarque du sud, qui est plus agricole, qui est fille de pasteur, donc qui a une vie quand même très, très protégée jusqu'à présent. et bon, il y a un moment, qui change tout, c'est le moment où parce qu'il y avait une grève, il a dû, recruter, des, employés irlandais à bas prix Mmh. et la grève, ça devient une, Une émeute? Ils font une voilà, émeute? il y a une émeute qui se met en place et elle le pousse à aller, parler aux gens, pour qu'ils se calment avant que l'armée arrive et vienne, faire un massacre et du coup, il se fait attaquer par l'émeute. Elle se met devant lui pour le protéger, n'écoutant, que son bon cœur parce qu'elle voit une injustice en face d'elle. Elle a pas envie qu'il se fasse lyncher alors qu'elle l'a envoyé au casse-pipe et C'est ça. en le protégeant, tout le monde est persuadé parce que ça se fait pas pour une fille de se mettre comme ça en avant, Ah non, non, tout alors là, pour le non, coup, elle manque à toutes les conventions sociales, hein. Là, ah bah c'est un coup à ruiner sa réputation, hein. elle a complètement ruiné sa réputation et il pense qu'elle est amoureuse de lui et il est prêt à écouter enfin ses sentiments parce qu'il était persuadé avant qu'elle ne l'aimait pas et il va lui faire une déclaration en bonne et due forme. Déclaration qui se passe exactement comme celle d'Orgueil et Préjugés. Ah ouais, une bonne déclaration, une bonne demande en mariage à la Darcy. Oh bah, Une il est pas valeur sûre pour se faire envoyer bouler, hein, entre nous. bah, sauf qu'il est pas aussi maladroit que Darcy. Il lui dit pas, qu'elle est nulle ou que sa famille est nulle. Non, non, mais par contre, au moment où elle refuse, c'est là que ça part en cacahuète, il va se l'emplafonner parce qu'il comprend pas du coup. Ouais, mais on a aussi une demande repoussée et après, tout se développe pour qu'ils arrivent à se retrouver à mi-chemin et finir par, évidemment une histoire d'amour, avec un happy end. Mais C'est le synopsis d'Orgueil et Préjugés sur fond de lutte sociale. C'est ouais. vraiment, et ça fonctionne très, très bien. Alors le roman, il peut être parfois un peu chiant à lire. C'est pas la plume, je m'excuse, hein, c'est pas la plume de Jane Austen, hein. C'est pas le piquant de la plume de Jane Austen. Par contre, il y a une adaptation qui a été faite par la BBC en 2005 qu'on vous recommande Oh, très chaudement. chaudement, chaudement, chaudement avec des beaux moments. Alors là, il y a un best-of à faire. Regardez-la en VO, s'il vous plaît. Parce qu'il y a le Rien que pour la voix. Ah, la voix de Richard Armitage et accessoirement, vous allez voir un des plus beaux baisers de cinéma, que vous pouvez oh, imaginer. il est C'est la magnifique. chose la Cette plus scène est romantique, magnifique. qu'on puisse voir tout à la fin. Alors désolée pour vous spoiler si vous avez envie d'aller voir l'histoire, mais nous on vous le recommande, mais à fond, hein. Vraiment, il faut trouver une Bah, personne. en même temps, on spoile rien. On est Bah sur, non, c'est les mêmes arcs narratifs sur eh ouais, toutes les œuvres qu'on a abordées. Donc, mais du coup Aurélie, on est en on, train de spoiler l'épisode 9. on est en train de vous spoiler l'épisode 9. Oups! Mais oui, en même temps, on fait pas mystère de ce qu'on s'attend à trouver dans l'épisode 9, hein. Oups! On est sur La Belle et la Bête, bien sûr que Relo va se faire, hein. C'est un peu aussi le but de cette vidéo et de toutes celles qui vont suivre, c'est que vous démontrer par A plus B qu'on ne peut pas aller dans une autre direction que celle-ci. Voilà. Ouais et à part la scène Donc de une preuve de plus au dossier. clairement, c'est un dossier, on a des piles et des piles. À part, la scène de déclaration qui est exactement encore une fois la même que Game Project et la même que le dernier Jedi, qui a été repoussé. Oh oui. Ce qu'on retrouve aussi, c'est quand on vous a parlé de l'émeute, c'est la même chose, c'est-à-dire la démarche de, Margaret qui va, protéger, Thornton. C'est pratiquement la Mmh. même démarche que Rey qui va au casse-pipe pour, protéger Ben Solo, de l'infâme Snoke qui est du Premier Ordre. Elle est quand même prête à taper sur Luke Skywalker parce que, il a mal parlé de Ben Solo. Scène qui a beaucoup fâché aussi une partie du fandom. Voilà comment elle ose s'en prendre à Luke Skywalker, il aurait dû lui botter les fesses. Luke n'allait pas battre une jeune fille de 19 ans. Non, surtout qu'il se sentait en tort et il était en tort, donc non, bien sûr que non. Mais c'est dire jusqu'où Rey est prête à aller pour défendre les gens qu'elle Mmh. aime. Donc on le savait pour Finn, etc. Enfin voilà, elle est très protectrice et à partir du moment où elle a pris Ben Solo sous son aile, où elle a de l'affection pour lui, bah, elle passe en mode maman ours et puis elle y va quoi. Donc et Margaret, c'est à peu près pareil. Effectivement, dans un contexte, dans des conditions moins dramatiques, encore que elle se mange quand même une pierre dans le crâne. C'est vrai que l'émeute, ça partait en cacahuète. Donc voilà, on a affaire encore une fois à des femmes extrêmement fortes qui savent ce qu'elles veulent et qui prennent leur destin en main.
et font ce qu'elles ont à faire. Donc, on n'est pas sur des demoiselles en détresse Non. passives qu'il faut mettre sous verre de peur qu'elles cassent, hein. On n'est pas du tout dans ce registre-là. Et des héroïnes extrêmement positives et c'est pour ça qu'elles sont, qu'elles traversent les générations et les siècles et qu'elles sont pas les livres sont toujours lus et les histoires sont toujours lues aujourd'hui, qu'elles sont toujours adaptées. Bien sûr. Ce sont des histoires extrêmement positives pour, les jeunes filles. C'est pour ça qu'on se construit souvent en les lisant. Enfin, on peut tout à fait, c'est recommandé, vraiment, faut les avoir entre toutes les mains. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on veut rajouter par rapport à Nord et Sud, à part que l'adaptation est formidable et qu'il y a des scènes, d'anthologie? Tu veux Non, rajouter sur autre Nord et chose? Sud, pour moi, c'est bon. C'est vraiment les grandes lignes par Ouais. rapport aux propos qui nous intéressent aujourd'hui. Ah si, si, j'ai une scène, la fameuse Ah! scène dont on parlait avant, quand Margaret à un moment doit quitter, la ville du Nord, où ils habitaient parce qu'elle a perdu son père et sa mère. Elle est devenue orpheline comme quelqu'un d'autre qui n'a pas Mais de tu famille. spoil à mort, en fait, Mais toi! je C'est m'en horrible! fiche, mais de toute façon, mais il faut donner envie d'aller regarder le film. Il est génial et donc à ce moment-là, elle s'en va, avec de la neige, en plus qui tombe et il reste derrière à la regarder partir et on sent qu'il y a son cœur qui lui est arraché alors que la calèche s'éloigne et il est là, tout seul sous la neige en train de dire, «Retourne-toi, regarde-moi, retourne-toi» et ça fait exactement penser à la fin du dernier Jedi Ah avec oui! oh, pauvre Kylo Ren dans sa grotte, où finalement cette zone-là de crête qui est recouverte d'une fine couche de sel blanc, c'est un petit peu comme de la neige, donc c'est presque comme si, en plus, il est là dans la poussière, c'est comme si on avait de la neige qui tombait sur lui autour. Et il est en train de la regarder partir, et on sent Avec qu'il a ses envie yeux de porg. mais oui, les yeux de porc, et qu'il est en train de lui dire, mais reviens vers moi, et bon, bah, elle ferme la porte du faucon. Bien sûr, bah, c'était la seule, chose raisonnable à faire, de son côté à elle. Elle n'avait pas le choix pour de multiples raisons, bien sûr. Comme Margaret qui se retourne pas, c'est exactement le principe. Donc c'est vraiment une très jolie scène qui va complètement, dans l'esprit de ce qu'on a Et actuellement. toute la série, enfin vraiment, ils ont tourné dans des lieux, d'époque et cetera. Au niveau de la production de cette série de 2005 de la BBC, on est vraiment sur, quelque chose de très grande qualité. Bon C'est bah, vraiment très, très beau. enfin on espère qu'on vous aura vraiment donné envie de voir, parce que je suis même pas sûre qu'on l'ait jamais eu en France, cette, adaptation. Je crois que si, Si, c'est passé sur Arte ou ou quelque en tout chose. cas, ou peut-être sur Arte, mais en tout cas, on peut se la procurer sur iTunes, Ah oui. enfin, Mais si jamais ça passe, mais regardez-le, louez les je sais en VO vraiment. sous-titré, s'il vous plaît, pas en VF, Je hein, vous en VO, encourage vraiment. à 100. On va continuer, notre voyage dans l'époque victorienne, alors là sur du archi lourd, avec les sœurs Brontë, Oh oui. heu, le roman gothique, et ça aussi nous les filles on adore. Ah bah oui, Alors, parce qu'on est des grandes romantiques, donc forcément. et Il y a ça forcément vous en avez entendu parler, c'est pas Ah possible. bah pareil, c'est du même tonneau qu'Orgueil et Préjugés, donc forcément, ça À rentre dans notre chaque liste de lecture pour la rentrée, hein, on est Ou de obligé là. films ou de films, à Ou de films, ouais. chaque génération, vous avez toujours 3 films qui sont tournés. Vous avez toujours Une Belle et la Bête, vous avez toujours Un Orgueil et Préjugés, vous aurez toujours un Jane Eyre, et ça, alors Exactement. là, c'est A plus B, hein, on peut y aller sur les castings. Allons-y avec Jane Eyre de, Charlotte Brontë, l'histoire d'une orpheline. Bon, c'est vrai, hein, encore une fois, hein, qui commence Miséreuse, dans une pension. solitaire. Dans une pension où il y a une espèce de type infâme, qui, lui fait, la misère, et là bon, encore une fois, mon ami le blob, je pense Ah, à ton toi. ami le blob de Ah, Jakun. là les parallèles s'enchaînent, hein, c'est sûr. Ah bah c'est alors ouais, Jenner et Ray, c'est copie carbone presque, hein, c'est impressionnant, ouais, Bon, on va pas vous effectivement. raconter toute l'histoire parce qu'on va partir du principe que vous êtes capable de regarder le film ou que vous en avez une idée. En quoi, ça match? À part le fait qu'on a l'orpheline, qui ressemble à la dynamique de Ray, on a, le héros, romantique, torturé. Byronien en face, Alors bon, pour résumer, qui est une bête, hein, oui, Rochester, ah, c'est il se une bête à décrit sa lui-même façon, comme hein. ça, il se décrit comme, moche, ouais, Sombre. oui, il se décrit comme un animal d'une certaine manière, et Ouais, tout à fait. ce qui match complètement aussi, avec, l'histoire de Jane Eyre, c'est des petites choses comme le fait que, d'une certaine manière, Charlotte Brontë, elle a inventé les sessions Skype. Oui, ils ont un lien psychique, magique. C'est qui joue un rôle, essentiel, notamment dans le dernier acte de l'histoire. C'est le Force Bond, avant Star Wars, quoi. C'est un Et truc de malade. ça, on sait que là, ils ont allé pomper dedans, hein, c'est sûr. Quand les héros sont séparés, ils finissent par, à un moment, s'entendre,
ils se voient pas, mais ils s'entendent se parler, et quand plus tard ils arrivent à échanger là-dessus, ils se rendent compte que ils se sont tous les deux vraiment entendus. Ils ont entendu la voix de l'autre, ils peuvent répéter mot pour mot ce que l'autre a dit. Donc c'est un lien magique qui est déjà préfiguré au moment de la déclaration d'amour de Rochester quand il demande en mariage Jenner. Alors lui, il a plus de succès que nos autres héros avant parce qu'elle dit oui, mais il lui fait cette image, ou c'est elle d'ailleurs qui lui fait cette image en disant que c'est comme si une ficelle invisible liait leur cœur, les reliait l'un à l'autre. C'est lui qui le C'est dit. lui qui le Quand il fait dit? sa déclaration d'amour, c'est lui qui le dit. Ah! C'est Il au semblait, moment où elle croit qu'il va épouser mademoiselle oui. Ingram, donc une riche héritière, machin, et où il lui dit qu'il va lui trouver une place de gouvernante chez des gens qu'il connaît en Irlande. Donc elle, la distance, ça la fait flipper parce que ça va la séparer de lui vraiment pour toujours, quoi. Et il lui dit, j'ai l'impression qu'il y a un lien sous les côtes là qui relie mon cœur au vôtre et que quand vous serez partis, ce lien va casser et que je vais saigner intérieurement, quoi. Et c'est là qu'elle lui dit, je suis votre égale, j'ai beau être moche et miséreuse, je suis votre égale par l'esprit Mm. et vous pouvez pas me traiter comme ça. Donc il y a cette notion aussi D'égalité. d'égalité qui est très claire, l'égalité entre eux, alors que par ailleurs leurs conditions sociales vraiment n'ont rien à voir. Elle est miséreuse, en tout cas pendant une bonne partie de l'histoire, et lui il est richissime. Donc Rey, Kylo, hello. Mais sur vraiment les critères qui comptent de l'esprit, de la supériorité de l'esprit, de l'intelligence et du cœur, de l'affection, ils sont des égaux parfaits. Et puis il y a un joli parallèle dans cette scène, c'est qu'à ce moment-là, la foudre s'abat sur un arbre sous lequel ils se sont abrités pour faire leur déclaration. Et l'arbre abattu, ben, on pense tout de suite à l'arbre de Acto dans le dernier Jedi. Enfin, encore une fois, c'est des petites choses. Mais si on les retrouve, on ne peut pas nécessairement dire qu'ils ont nécessairement voulu faire la même chose. Mais ce sont des classiques, des archétypes qui sont dans toutes ces histoires. Ce sont des passages obligés qu'on retrouve encore et encore. Et si on les trouve dans ces histoires-là, c'est encore du grain à notre moulin pour dire que on est complètement dans ce type de romance, dans ce type de dynamique entre les deux personnages. Tout à fait. Vraiment, Jenner, c'est un parallèle très très intéressant pour la nouvelle trilogie, qui connaît une résolution identique à celle d'Orgueil et Préjugés, identique à celle de La Belle et la Bête. Hein. Donc encore une fois, le happy ending, c'est pour le 18 décembre 2019. Hein. Puis on a encore l'héroïne qui s'en va parce qu'elle accepte pas quelque chose qui lui semble immoral, parce que même si elle dit oui à sa déclaration, il se trouve que Rochester il s'apprête à être bigame, il a une épouse dans le placard qui le planque. La folle dans le grenier, ouais, Voilà. tout à fait. Et donc Jenner s'en va, ne voulant pas, parce qu'elle veut pas de cette situation-là, c'est complètement immoral pour elle. Elle refuse le projet de vie qu'il lui propose. C'est exactement ce que font également Elizabeth Bennet et Margaret. Elles refusent un projet de vie qui ne leur convient pas encore. Et ce que fait Ray, Et hein, ce que fait Ray. encore une fois. Alors là, je te dirais que pour ce qui est de la demande de Rochester, moi je trouve qu'il est très proche de Kylo dans cette situation-là. C'est que au-delà de la façon dont, de la forme, c'est vraiment sur le fond que Rochester il est comme Kylo, c'est-à-dire que moralement il est du mauvais côté. C'est-à-dire si elle le refuse. Elle avait accepté sa demande en mariage, mais au moment où elle apprend, devant l'autel, elle allait prononcer ses vœux et puis elle apprend que, en fait, il y a déjà une première épouse, etc. Lui, donc forcément, le mariage est annulé, etc. Et lui, il y a quand même cette scène où il essaie de La convaincre. la faire changer d'avis, de la convaincre de devenir sa maîtresse. Et c'est là qu'on voit la force morale de Jenner. C'est-à-dire qu'elle résiste à la tentation pour des raisons morales et pas juste pour une incompatibilité de caractère ou le fait qu'elle le connaît pas bien, etc. Et c'est exactement pour les mêmes raisons que Rey va refuser la main de Kylo. C'est pour des raisons morales. Donc pour moi, Rochester, c'est quand même un bon prototype de Kylo. Ah oui, c'est hein. pour ça, oui, pour ce niveau-là, tout à Ouais, fait. ouais. Ouais. Et par contre, alors je vais dire tout de suite par rapport à chaque fois quand on fait la spéculation par rapport à la fin de l'histoire, bon, il y a une séparation, donc, comme on a vu, mais moi Séparation du deuxième acte, ouais, comme alors d'habitude. je ne veux pas du tout la même fin parce que là pour le coup, on a Rochester qui se fait un Skywalker, c'est-à-dire qui perd un bras et Ouais, et la vue. et la vue, mais qui la vue revient après, un peu plus tard. On sait à toute fin, en épilogue, qu'au fur et à mesure, il commence à retrouver un petit peu la vue. Moi, je tiens. Et puis, il a une belle cicatrice aussi, je crois, non, sur la moitié du Ah, bras. il est vraiment défiguré. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où Jane s'en va, parce qu'elle peut pas vivre avec lui dans ces conditions, il y a un incendie dans la demeure de Rochester et il essaie de sauver sa première épouse des flammes. Alors qu'il n'a rien à y gagner, il pourrait être libre de vivre avec Jenner s'il se retrouvait veuf, mais il fait ce sacrifice, il prend ce risque
Parce que lui aussi, il est sur une forme de rédemption, hein, Rochester. Plus light que celle de Kylo, mais quand même, il a des choses à se faire pardonner. Et donc, il essaie de sauver sa première femme, alors que ça va pas du tout dans son intérêt à lui. Donc, il fait un geste de courage moral, hein, il montre sa force de caractère. Et forcément, il n'y parvient pas, mais il perd la vue et il perd un membre. Il est vraiment défiguré. Mais du coup, c'est ce qui va lui permettre de changer aussi. Et quand ils vont être réunis à la fin de l'histoire, c'est aussi grâce à ça qu'il sera à la hauteur de l'amour et de la confiance de Jane. Et c'est ce qui va permettre leur union heureuse, une résolution positive à la fin de l'histoire. Moi, Donc il fallait aussi qu'ils fassent ce travail-là. Moi, je vais partir du principe qu'ils ont déjà utilisé cet arc-là de Jenner, justement à la fin du réveil de la Force. Il Mm. a déjà eu sa punition où il se fait défigurer. Ah oui, Je oui. pense Par rapport à Kylo, voilà. non, je pense pas qu'il va perdre de Non, main. il va pas perdre. Parce que la perte d'une main, c'est une forme de castration symboliquement. Donc, Et on va pas aller dans la euh, castration du tout. On bah va non, pas faire Kylo n'a pas encore eu d'enfant, donc tu me diras, Anakin, quand il perd sa première main, il n'a pas eu d'enfant, mais lui, non. c'était un signe avant-coureur que l'union serait malheureuse. Là, on part sur une union heureuse, donc je pense qu'ils vont rester indemnes l'un comme l'autre, hein. Bah oui, il a besoin des 2 mains là, Bah hein, c'est évident. oui, puisque c'est un signe qu'il va perpétuer il va perpétuer sa lignée. Il est en pleine ascension, donc il va pas être mutilé en pleine ascension. Il n'a pas besoin d'être puni, Kylo, il a besoin de se racheter. Ça a C'est pas déjà la même été fait. chose. Ça a déjà été fait. Mais par exemple, ce que tu disais avant, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que dans le personnage de Rochester, on a plus un arc de rédemption que sur Darcy et Thornton, qui sont pas foncièrement des êtres méchants. Bah, ils ont Ils rien ont à se rien à se reprocher en reprocher. dehors du C'est fait des petits que défauts de c'est surtout des oui, c'est des quiproquos, petits des défauts de communication et des exactement, quiproquos, mais ce sont des hommes bien de oui. base. Kylo et Rochester, eux, ils partent avec un handicap dans la case moralité, éthique. Et d'ailleurs, Rochester voit en Jenner une possibilité de rédemption. Il la voit comme la lumière, la créature qui peut Mhm. l'aider à le sortir de l'obscurité où il s'était enfoncé, hein. Il est vraiment de la même manière. Exactement. Il le Oui, lui dit, c'est dans le plusieurs texte, c'est-à-dire fois. c'est même pas un truc qu'on E a deviné, c'est dans le texte. Oui, exactement comme exactement. Kylo, dit au début qu'il sent, la lumière qui, l'appelle, qui est déjà une préfiguration il sent la présence de Rey, dans la Force. Ça va tout à fait, Mhm. là, c'est vrai que les 2 personnages sont assez similaires pour ça. Beaucoup plus que Darcy et Thornton. Darcy et Thornton, ça va être beaucoup sur la forme. Sur des petits moments. Rochester, c'est plus sur le fond Oui, qu'il ressemble à Kylo, je pense. complètement. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des pistes. Encore une fois, on vous recommande hein, toutes les sources, les films qu'on a cités, les livres, si vous avez le temps de les lire, si c'est pas déjà fait, évidemment, n'hésitez pas. Ce C'est ne sont bien. que des chefs-d'œuvre de la littérature, donc Vous voilà. passerez des bons moments. Vous passerez Voilà. des bons Et moments. puis, on vous retrouvera dans un prochain podcast pour continuer notre série Comprendre l'apostologie Star Wars. Là, on était au niveau débutant, on va passer au niveau intermédiaire dans la prochaine vidéo. Et on vous parlera d'archétypes, on vous parlera de psychanalyse. Restez bien dans les parages, ça devrait être assez sympa aussi dans le prochain podcast. Et donc, on espère aussi qu'au passage, tout ce qu'on a pu explorer aujourd'hui vous rassure pour la résolution de l'épisode 9 pour nos deux idiots galactiques préférés, Rey et Kylo. Et donc on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.